Woke up early this morning with a smile on my face. Bienvenue à ce deuxième jour du forum sur la relève agricole. Nous avons l'honneur de modérer le troisième panel dont le titre de thème est intitulé Expérience des jeunes ayant réussi leur installation et leur émergence dans l'agriculture et dans le mouvement paysan au Bénin. Comme vous le voyez, nous avons des membres du panel avec des profils assez divers. Directement à ma droite, en première position de la table, vous avez M. Pascal Benou. Pascal Benou a une riche expérience en tant qu'agriculteur, en tant que fermier, et il a occupé de grandes responsabilités au sein du mouvement paysan au Bénin et une riche expérience aussi dans la sous-région. C'est un honneur pour nous de vous avoir ce matin avec nous. Monsieur Pascal, bonjour et soyez le bienvenu. Juste à côté, Monsieur Lionel Guézodier, avec aussi un parcours assez inspirant, et nous espérons qu'il pourra donc partager ses expériences avec nous, les jeunes agriculteurs, pour pouvoir donc contribuer à la transmission de savoir au profit de la jeune génération d'agriculteurs. De la table, nous avons Modeste Dayator, qui est un jeune agriculteur, entrepreneur agricole, et donc il a décidé, malgré les contraintes, de s'insérer quand même dans le domaine agricole. Il a une expérience qu'il pourra partager avec nous. À sa suite, vous avez Douins Arosouke, qui est également entrepreneur agricole. Je précise que M. Modeste est le secrétaire de l'ANAB, qui est l'Association nationale des agriculteurs du Bénin, et M. Douins est le secrétaire de l'AJAM, Association des jeunes agriculteurs modernes. Pour modérer ce panel, je suis José Herbert Ahododé et nous allons pouvoir échanger pendant 1 heure de temps. Alors, nul doute, et les différentes communications depuis hier nous ont quand même déjà montré que le secteur agricole est un secteur porteur, pourvoyeur de richesses, aussi bien pour la génération qu'on a qualifiée de jeunes adultes et aussi pour la jeune génération. On a vu également les contributions de ce secteur à l'économie nationale à travers aussi le potentiel de création d'emplois pour les jeunes. Et c'est véritablement important quand on parle de la question de la relève agricole de voir quelles seraient les implications possibles donc, des jeunes dans ce dispositif et quelles seraient les possibilités aussi de transmission pour faciliter le dialogue intergénérationnel entre les expérimentés, j'ai envie de dire, plus jeunes qui sont aspirants ou d'autres qui ont déjà de la matière comme les 2 jeunes que nous avons sur le panel. Donc ce sera véritablement l'enjeu de ce panel, des contributions, des partages d'expériences. Et pour démarrer, M. Pascal Benou, j'ai tout de suite envie de vous demander de partager avec les participants votre parcours assez brièvement. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en tant qu'agriculteur? Je suis Pascal Benou, je suis un agriculteur, éleveur, pisciculteur. Je suis installé dans un petit village appelé Kakaniche. C'est dans la vallée de l'Ouémé. Là, j'ai réussi à mettre en place une petite exploitation qui intègre les différentes productions que je viens de citer. Mais la spécificité, c'est en mode bio. Je n'utilise du tout pas de produits chimiques de synthèse. Voilà. On était en 1990. Là, on était vraiment dans un contexte particulier où on ne recrutait pas les gens, il y avait beaucoup de diplômés sans emploi. Et j'étais un peu choqué par le fait qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs agronomes diplômés sans emploi. Et je suis aussi égoïste par nature, c'est-à-dire je n'aime pas avoir des chefs.
Donc l'idée était vraiment, qu'est-ce que je fais pour créer mon entreprise? Là, j'ai pris la décision de devenir agriculteur. C'était un peu contre la volonté de toute la famille. Parce qu'en ce moment, j'avais un choix, celui d'aller à l'université. Et j'ai dit non, je voulais devenir agriculteur. Donc tout de suite, toute la famille était contre moi. J'étais complètement mis dehors. Et étant un homme très têtu, quand je veux faire quelque chose, c'est impossible de me dissuader, sauf si tu collabores avec moi. Alors, je m'étais lancé dedans. En temps, j'avais entendu parler d'un centre de formation Songhai à Porto-Novo. J'étais allé faire quelques mois de stage là. Et du retour, j'ai essayé de créer une ferme. Ça veut dire que j'avais négocié avec quelqu'un et j'avais trouvé une portion de terrain derrière le centre social et j'ai commencé par faire progressivement mon maraîchage. La pression était si forte dans mon entourage, je les ai rassurés que je vais bien devenir agriculteur et s'ils veulent, je peux avoir les diplômes les plus élevés au monde. Mais je devais concrètement me mettre dedans et suivre un peu mon cœur. Donc voilà, ainsi je m'étais lancé. J'étais parti, vous comprenez que j'étais parti avec rien. L'élément important que j'avais en ce moment, c'était le courage, la motivation. Et je croyais dur comme le fait que l'avenir était là. Voilà un peu comment j'ai été projeté dedans. J'avais que 14 000 francs en poche. Et de fil en aiguille, j'ai pu avancer. Dans un premier temps, je n'étais pas rentré dans les organisations paysannes. Quand j'ai commencé par monter ma petite entreprise, ça a commencé par prendre. J'ai été beaucoup sollicité par les gens du Cardin parce qu'on était au début des USPP et tout ça. J'ai dit non, je ne vais pas là-bas. Je veux d'abord monter, je veux m'asseoir avant d'étendre mes pieds. Et ça, c'est ce que j'ai fait de fil en aiguille et ça m'a quand même finalement permis de monter mon entreprise. Et en temps, j'ai essayé de rentrer dans les organisations paysannes. Mais j'étais rentré dans les organisations paysannes pas pour être représentant des paysans, parce que j'avais des préoccupations. J'avais commencé par produire du riz, parce qu'il faut vous dire, entre 93 et 97, j'étais un des gros éleveurs de porc. La peste porcine a emporté tout mon cheptel. Et là, j'ai compris qu'il vaut mieux avoir sa base dans la production végétale. J'étais rentré dans le riz, et tout de suite, on avait des difficultés pour commercialiser. Alors là, j'ai compris que je devais interagir avec les autres collègues riziculteurs des autres régions. Et on a compris aussi que le riz importé concurrençait notre production et il fallait dialoguer avec le pouvoir public pour pouvoir changer la situation. Toute cette démarche nous a finalement amené à la mise en place du conseil de concertation des riziculteurs que j'ai présidé pendant 2 mandats, 6 ans. Et progressivement aussi, on a compris que autour du riz, beaucoup d'autres décisions doivent être prises au niveau communautaire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a commencé aussi par interagir avec les autres collègues des autres régions. Et finalement, on a créé le cadre régional de concertation des riziculteurs de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai eu aussi le privilège de présider, ainsi de suite. Voilà. Enrichissant, la détermination, la motivation, le courage d'aller envers et contre tous pour choisir sa voie. Vous y êtes parvenu, vous avez occupé de grandes responsabilités, donc tant au niveau national et comme vous venez de le préciser, au niveau régional. Et je voudrais préciser que tout ce travail vous a valu aussi une distinction honorifique en tant donc que chevalier du secteur agricole. Et ça veut dire que vous avez commencé quelque part, vous avez effectivement accepté de braver les différentes difficultés et le résultat, nous voyons tous la finalité. Monsieur Lionel Guézolière, est-ce qu'il y a des similitudes entre ce parcours? Évidemment, vous avez eu à faire face donc, à certaines difficultés aussi. Nous sommes intéressés de savoir un peu plus sur votre parcours et comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur agricole.
monsieur le modérateur. Bonjour, chers participants. Bonjour à la trésorière de la plateforme et présidente de la fédération des femmes. Et la similitude fondamentale, moi je crois que c'est la détermination dont il a eu à parler. Hein, la volonté de vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Moi j'ai, comme lui, fait jusqu'au bac. Et c'est après le bac que j'ai dit, bon, moi ce que je ferai en option, ce sont les sciences naturelles ou de la biologie. Donc j'avais le choix entre la médecine et l'agro. Et finalement, c'est l'agro qui a marché. Donc j'ai intégré l'agro. Et dès que moi je suis parti en agro, dans ma tête, c'est qu'on ne pouvait pas être un agronome sans être en contact avec les réalités des terrains, c'est-à-dire la production. Donc moi, dès la première année, j'avais dit, je finissais en production animale parce que j'estime que c'est ce qui me permettrait d'être plus en contact d'autres êtres vivants. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et déjà en 4e année, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de l'université et des parents. Et dès la fin de la 4e année, j'ai commencé par créer petitement mon exploitation dans la commune de Zogodowen. Donc je vous dis que moi, pour démarrer, un peu contrairement à M. Pascal, moi j'ai eu le soutien des parents parce qu'ils m'ont soutenu, leur volonté, leur détermination était totale pour que j'aille de l'avant. Même les premières terres que j'ai pu avoir pour démarrer, ce sont les parents. Okay? Même si aujourd'hui je n'avais pas complété moi-même, je pouvais vivre avec ce qu'on m'a concédé pour démarrer. Alors, à côté de ça, il y a eu l'université même qui m'a beaucoup accompagné. Et ça, je fais souvent un clin d'œil au doyen de la faculté, M. Nago Mathurin, qui a été président ministre de l'Éducation et président de l'Assemblée par la suite. Parce que pour commencer par exploiter le domaine, j'avais bien envie de faire des agrumes, faire des techs, tout ça. Donc quand je suis parti le voir, moi je n'avais pas les ressources pour le faire. Je suis parti le voir, je savais que la fac produisait des plants d'oranger. Et ils vendaient ça, je crois, à 300 ou 400 l'unité. Mais quand j'en ai parlé à mon professeur et puis celui qui s'occupait de l'unité de production, il m'a dit d'aller voir le doyen, que si le doyen donne une décision, qu'ils vont respecter. Donc je suis parti voir le doyen, je lui ai dit bon, que j'aurais besoin des plans pour démarrer ma ferme que je créais. Donc lui, il a dit, il n'y a pas de problème, on te soutient. Tu veux quelle quantité? Je lui ai dit que j'en voulais pour 1 hectare. Bon, il dit, bon, tu veux ça à quel prix? Je dis, non, c'est le prix que lui me dit qui est le bon. Il me dit non de dire. Bon, moi j'ai proposé 100 francs. Il a dit oui. Dès qu'il dit oui, je dis, bon, je ne veux plus faire 1 hectare, je veux faire 2 hectares. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers plans. Et j'ai eu les 2 hectares de la FSA. Et tenez-vous tranquille, il m'a mis à disposition le véhicule de la faculté pour transporter encore les plants jusqu'à la ferme. Oui. Donc il y a eu ce soutien-là, mais en temps aussi, moi j'ai tout le temps fréquenté parce que je disais qu'il y a beaucoup de similitudes, comme M. Benou, le centre Songhai. Pendant toutes mes vacances, de la première année jusqu'en 4e année, quand j'étais à la fac, je passais 2 mois systématiquement au centre Songhai. Donc je quittais le centre Songhai 3 jours avant la reprise des cours. C'était mon lieu de vacances. Donc j'ai fait ça 1e, 2e, 3e et 4e année. Donc 1e, 2e, 3e année, je payais ce qu'on payait normalement parce que c'est 25 000 francs par unité et pour 1 mois. Donc je faisais souvent 2 unités pendant les vacances. Mais la 4e année, le directeur du centre a dit non, Guézoya, tu ne payes plus rien, tu viens, tu découvres ce que tu veux, tu passes où tu veux. Vous avez vu, il y a toujours des soutiens. Voilà. Donc tous ces accompagnements, en plus de ce que moi-même j'ai décidé de mobiliser parallèlement pour lancer l'exploitation, ont concouru à ce que je lance l'exploitation. Mais pour lancer, je ne suis pas parti aussi avec de gros volumes. Je vous ai dit, je pars par exemple avec des hectares de plantation d'orangers, ok? Pour faire la production de volailles, j'étais parti à peine avec 200 coculaires, j'étais parti avec 100 pondeuses, donc c'est des effectifs vraiment petits. Et par la suite, ça a grimpé. J'étais là, sur ma ferme,
comme on dit, il n'y a rien sans rien. Quand quelqu'un que lui aussi connaît très bien, M. Patrick Delmas, qui était le directeur d'un projet qu'on appelle le projet de professionnalisation de l'agriculture familiale au Bénin. Ce responsable est passé sur ma ferme en visite, fortuitement, et il m'a dit, mais avec tout ce que vous faites, tout le montage que vous avez, mais vous pouvez partager votre expérience avec les autres. Moi, je n'avais aucun lien avec les OP en ce moment. Et j'étais dans ma ferme à Zobodoben. Donc, quand il a dit, j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas envie d'être professeur, je n'ai pas envie d'enseigner quelque chose. Les gens, ils savent élever. Pourquoi c'est moi qui irais encore leur dire quelque chose? Bon, ignorant un peu tout ce qui était dans les OP. Il a dit une première fois, je n'ai pas bougé. Après, il est revenu là-dessus. Il m'a dit, non, mais tu as plus à apporter. Même si tu ne veux pas t'engager, bon, fais un petit groupe. Et puis, voilà, tu vas partager, tu vas apprendre aussi des autres. Ça va te permettre d'améliorer ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et puis, bon, on a créé une toute première organisation qu'on appelait l'Association des éleveurs de la sous-préfecture de Zobodoben. Avant, on ne disait pas commune, c'est l'équivalent des communes qu'on appelait sous-préfecture. Et quand on a fait cette organisation, merci. Cette organisation a été une organisation qui a tout lancé, je dirais. Parce que quand on a monté ça, et on était au niveau de la commune de Zobodoben, il y a beaucoup d'idées qu'on avait, il y a beaucoup de choses qu'on organisait entre nous. Et les responsables qui étaient au niveau de la sous-préfecture ont trouvé que ce qu'on faisait était bien. Donc ils nous ont demandé d'adhérer à l'organisation territoriale de la commune de Zobodoben. Donc c'est là où on est rentré dans l'organisation. Et quand on est rentré dans l'organisation, après les gens auraient souhaité qu'on prenne la tête de l'organisation territoriale. Et au moment où on faisait ça, comme moi j'étais éleveur, aviculteur, j'avais déjà monté un peu notre effectif, on a été frappé par les importations massives de poulets congelés. Et c'est là où on a créé, avec le professeur Douillon, qui était aussi éleveur, mais lui n'était pas encore professeur, puisqu'il avait fini l'université, s'était installé, et puis l'État ne recrutait plus. Donc avec certains, on a créé l'Association nationale des agriculteurs du Bénin. Donc c'est de là que c'est parti. Et on a fait un plaidoyer dur. Et le plaidoyer dur était qu'on est parti jusqu'à aller casser les œufs au ministère. Donc on était les tout premiers à casser les œufs au niveau du cabinet du ministère pour refuser à ce que le ministre rentre sans passer dans le liquide qu'on avait versé par terre. Ouais, donc ça avait fait mouche. Donc les gens ont vu que bon, on était quand même assez engagés pour faire du plaidoyer dur. Et c'est comme ça qu'au moment où, au niveau de la FIPRO, on a commencé par connaître des difficultés dans le secteur cotonnier et ils ont décidé maintenant d'ouvrir réellement la FIPRO aux autres filières. Les gens sont venus nous faire appel pour dire attention, comme vous êtes déjà dans le plaidoyer et que c'est plus le plaidoyer que la FIPRO va faire, venez avec nous, on va vous renforcer, vous allez nous renforcer et la lutte va continuer. Donc c'est comme ça que moi je m'étais retrouvé encore à un niveau au-dessus. Ok? Et chemin faisant, au niveau de la FIPRO, on a commencé par développer aussi beaucoup d'activités économiques aux côtés des activités sociales et syndicales. Et l'activité principale qui était au devant, c'était la commercialisation du maïs grain. Ok? Et là aussi, on a forcé pour entrer en contrat avec des industriels qui transforment le maïs. Ça fait mouche dans le réseau ouest africain et il y a eu des initiatives pour créer maintenant au niveau sous-régional une organisation qui va s'occuper de la commercialisation des céréales. Et là, la FIPRO a dit, et la plateforme nationale ont dit, au Bénin, l'organisation qui est très bien, implantée très bien sur ce sujet, c'est la FIPRO. J'étais au niveau de la FIPRO et on m'a envoyé au niveau sous-régional. Donc c'est là où je me suis retrouvé encore au niveau sous-régional.
pour l'organisation des céréaliers, la commercialisation des céréales au niveau de la sous-région. Donc voilà, moi, un peu mon parcours. C'est vous dire, il n'y a rien sans rien, puis les événements s'enchaînent. Okay? Mais la leçon fondamentale qu'il faut aussi retenir, c'est que moi, de toutes les postes de responsabilité que j'ai eu à occuper, je ne l'ai jamais eu par élection. C'est toujours une volonté de l'ensemble de dire c'est lui qui va prendre. Mais je retiens deux choses à travers ça. Alors la première, c'est que j'ai mon humilité, j'ai le respect vis-à-vis de mes aînés et je collabore toujours avec eux. Et deuxièmement, quand on me confie un truc, un travail à faire, je le fais sans demander de contrepartie. Le plus important pour moi, c'est que le résultat soit là. Donc c'est là où lui disait, on est encore ensemble, lui dit il est têtu. Quand il va quelque part là, il faut collaborer avec lui. Si tu vas contre lui là, tu ne le convaincs jamais. Ou bien, moi, mon problème, c'est que quand je te dis c'est là où on va là, on n'a qu'à d'abord aller là. C'est quand on va là qu'on va maintenant analyser ensemble et dire, ah, là où on est parti, ce n'est pas bon, mais on ira. Parce que c'est là où on a dit au départ qu'on doit aller ça. Donc moi, c'est la différence aussi ça. Ok? Donc moi, mon parcours, je ne dis pas que c'est un exemple, mais je dis c'est une particularité. C'est tout. Merci beaucoup. Ouais. Merci, M. Lionel. Effectivement, on remarque à la différence de M. Pascal que vous avez eu le soutien des parents et aussi pour démarrer un appui institutionnel, notamment de l'université, qui vous a envoyé au premier plan. Et le parcours que vous avez tracé montre aussi cette ténacité que vous avez à faire face aux autorités, parce que pour réussir les actions de plaidoyer, il faut véritablement ce courage-là pour pouvoir faire face aux autorités, quand on sait que ce sont ces mêmes autorités qui pourront favoriser en fait l'environnement institutionnel pour pouvoir réussir les actions de plaidoyer que nous avons. Je suis à vous, M. Modeste. Un parcours éducatif et j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi de vous insérer dans le secteur agricole. Ma décision était prise après l'université. Je n'avais jamais fait l'agriculture, je n'ai jamais été à dans une école agricole. Mais après l'université, j'ai eu une formation en génie électrique et informatique industrielle. Et j'ai eu mon premier contrat à la CBT de Locosta, qui est une compagnie de textile, où j'ai fait mes premiers amants. Et le second contrat m'a été renouvelé, mais juste à la fin du second contrat, j'ai senti que je n'étais pas dans mon monde. Je n'étais plus passionné par mon travail, parce qu'il fallait être là dans l'usine parfois la nuit, dans la journée, et la température de l'usine à l'intérieur, vraiment j'ai compris que ce n'était pas mon monde, je n'étais plus passionné. Alors, c'est alors que j'ai pris la décision de démissionner. Et ça, comme M. Goun l'a dit, les parents, tout le monde n'était pas... J'étais incompris. Parce que pour un jeune qui avait fini l'université et qui a eu la chance dans un environnement béninois où il n'y avait pas... s'insérer dans le tissu social n'était pas facile. Moi, j'ai eu cette chance-là. J'avais un salaire qui me permettait quand même en tant que jeune de vivre. Et donc, j'étais incompris de mes parents. Et quand j'étais rentré, j'ai dû... D'abord, je suis rentré, j'ai loué quelque part. Ils ne savaient pas que parce que j'avais même peur de leur dire que j'ai laissé mon emploi. Et donc, j'ai loué quelque part à Boïcon. Et je suis passé par des tantes, des oncles pour leur expliquer ma décision. Donc, j'ai commencé par donner des cours dans les collèges en sciences physiques. Et je suis allé voir les escadères qui sont devenus des CEPA pour leur demander des formations, dès qu'il y a des formations, de me faire appel.
Donc ça a commencé comme ça. Je faisais des formations sur le tas. Après quelques formations, il y a eu le projet PPEA. J'ai postulé. Je ne savais pas que je serais retenu parce que il était demandé que les postulants aient une formation de base en agriculture. Donc, moi, je n'avais pas fait une formation de base en agriculture, mais les quelques attestations qui m'ont été données, je les ai gardées, donc j'ai déposé. Et à ma grande surprise, j'ai été retenu, j'ai été présélectionné. Donc il y avait une phase d'interview, j'ai passé cette phase-là aussi et on m'a retenu. Bon, d'accord. Je suis allé à la formation, c'était au centre Songhai, où on a fait 6 mois de formation. Mais je dois rappeler que, bizarrement encore, j'étais le responsable de la promotion. On était 100 jeunes, recrutés un peu partout au Bénin, et on était 2 responsables. On a fini la phase de formation et il était question de subir aussi une phase d'incubation. Cette phase d'incubation, on l'a faite à Kétou et ça a duré 1 an et demi d'incubation où on nous apprenait à gérer nos entreprises agricoles. Donc on nous responsabilisait dans une unité où on devait élaborer un compte d'exploitation, on ne nous donnait pas l'argent, mais on nous donnait l'appui de tout ce dont on avait besoin et on devait donner le résultat pour rentabiliser l'unité. Donc cette expérience-là, nous l'avons fait pendant 1 an et demi. Donc c'est après ça que, quand on a fini, on nous a donné un appui de 100 000 francs. Et rassurez-vous, les 100 000 francs n'étaient pas en numéraire. On nous a dit, ces 100 000 francs-là, vous l'aurez en nature. Donc c'était un don en nature. Moi, j'ai pris des cages de lapin, j'ai pris quelques reproducteurs et je suis rentré avec. Donc après 2 ans de formation, je suis rentré avec quelques cages et quelques reproducteurs. Bon, mes parents, juste là, n'étaient pas convaincus, mais mon père, à un moment donné, il ne savait pas que j'allais tenir. Parce que je n'avais jamais fait l'agriculture. Et donc, les gens disaient qu'au niveau de son gars, on travaillait dur. Donc, il était sûr que j'allais rentrer. Quand j'ai fini les 6 mois, il a dit ça, c'est sérieux. Donc, avant la fin de l'incubation, il est venu, il s'est déplacé, il est venu une fois à Kétou. Ça a été une surprise. J'ai compris que, bon, attention, ça veut dire que quelque chose est en train de s'opérer là. Et on a maintenu le contact. Il m'a demandé, bon, quand tu finis là, qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, bon, je compte m'installer. Je dis, bon, d'accord, t'installer là, comment ça se passe? J'ai dit, forcément, il faut avoir des terres. Je dis, bon, moi, j'ai quelques... je ne peux pas t'acheter une grande superficie, mais déjà, je peux t'aider avec 2 carrés. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme je voulais commencer avec l'élevage, je peux commencer avec 2 carrés. Et qu'avec le temps, on pourrait voir. Donc c'est parti comme ça. Quand j'étais revenu, je me suis d'abord installé à la maison. J'ai commencé les lapins. Et après, progressivement, je suis revenu sur la ferme. On a commencé effectivement, moi-même j'avais quelques économies, donc on a commencé avec 4 cantines. Et on a installé les unités. J'étais seul, j'étais j'avais construit une petite appartement là, où je restais seul avec ma petite lampe. Bon, j'étais un peu la risée de tout le monde dans le temps. Parce que mes collègues avec qui j'avais fait l'université, quand on m'appelle et on me dit que j'étais à la ferme, et quand les gens me voient, ça riait. Ils me disaient, tu as fait tout ce temps-là pour venir te réfugier dans une brousse. Donc, c'est comme ça. Je me rappelle un jour, j'avais fait sur la ferme là, j'avais fait 6 mois sur la ferme sans aller à la maison. J'étais rentré un jour, j'étais en débardeur, donc j'ai quitté Zogodo avec ma moto, j'étais en débardeur. J'ai rencontré un monsieur, un grand frère du quartier, qui me connaissait très bien, qui savait que bon, j'aimais tout ce qui est bien chic, il faut bien s'habiller, tout ça. Donc il m'a vu dans mon short là avec mon débardeur. Et il était au dehors là, j'étais rentré. Quand je voulais repartir à la ferme, il m'a appelé. J'étais allé le voir. Il m'a dit, Modeste, c'est quoi? Tu es devenu quoi? J'ai dit, non, je suis à la ferme. Il dit,
Vraiment, tu es méconnaissable, hein? On dirait même que tu ne manges pas là-bas. J'ai dit non, je mange. tu as perdu toute ta forme. J'ai dit non, que j'étais un peu malade, tout ça. Donc c'est comme ça, l'aventure a commencé. J'ai commencé avec les lapins. Entre-temps, il y avait la fièvre hémorragique qui était venue et tous les lapins sont partis. On a dit bon, il faut faire autre chose. On a commencé avec les pondeuses. Et les pondeuses, j'ai commencé avec 100 têtes. Et progressivement, avec ces 100 têtes-là, ça a évolué. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 têtes et l'exploitation s'est agrandie au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est sur une superficie d'un peu plus de 2 hectares. Donc tout ça, c'est chaque fois, chaque année, on achète 2 cantines, un cantine, parce que moi j'ai eu un accord avec les propriétaires terriens. Je leur ai dit, chaque fois qu'il y a des terrains à vendre qui se situent sur ma limite, il faut me voir d'abord. Donc chaque fois qu'il y a des terres à vendre, on me contacte d'abord. Et c'est lorsque je dis je n'ai pas de ressources qu'on peut aller voir quelqu'un d'autre. Donc ça a marché entre nous. Et de jour en jour, ça s'agrandit. Si je dois parler de comment est-ce que je suis venu dans les OP, je dirais que ça a commencé avec la GIZ. Moi, j'étais plus technicien qu'au fait entrepreneur. Parce que une fois sur le terrain, j'avais la technique de production, mais je n'étais pas gestionnaire. Donc du coup, j'avais besoin, après quelques années, j'ai compris que il me manquait encore d'autres choses. Parce que je n'arrivais pas à bien gérer les ressources financières de l'entreprise. Tout était là, donc de ma poche, je m'approvisionnais, je faisais tout, et je m'en sortais vraiment pas. Donc quand j'ai eu vent de ce que la GIZ voulait donner des formations en gestion d'entreprise qu'ils appellent GERM, j'ai postulé, donc j'ai été retenu dans la commune. Donc c'est au cours de cette formation-là que j'ai acquis certaines notions où j'avais rencontré d'autres éleveurs des Ogodomens qui étaient là. Parce qu'ils étaient seulement dans ma zone, là je ne sortais pas. Et c'est alors qu'on m'a dit qu'il y a à 16, certainement ce que vous avez créé, voilà. L'association, c'est devenu l'association communale des éleveurs des Ogodomens. Donc, les responsables m'avaient dit, mais avec ce que toi tu fais là, il faut que tu viennes, tu vas beaucoup nous aider. Donc, progressivement, j'ai adhéré à A16 et le parcours avec la GIZ aussi a fait qu'une fois après la formation, j'étais retenu comme étant celui qui avait mieux assimilé la formation et on était accompagné avec un coach qui nous avait accompagné pendant 6 mois. Donc après, il y a eu une évaluation et il semblait que j'étais au Bénin celui qui a mieux exploité toutes les aptitudes qui étaient demandées. Donc c'est alors que la GIZ m'a mis dans un parcours où je devais voyager plusieurs fois. On a été en Allemagne plusieurs fois pour des séries de formations. Et là encore, on nous a demandé qu'il faille forcément, qu'en tant que jeune, il faille qu'on s'insère dans les organisations des producteurs parce que nos problèmes ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on soit à la table de décision pour parler de nos réalités, de nos propres problèmes. Si on ne le fait pas, si on attend toujours que les personnes, nos parents ou nos devanciers fassent à notre place, ce ne serait jamais ce qu'on souhaite. Et donc, c'est comme ça que cette ambition j'ai été renforcé dans ma décision d'aller beaucoup plus. Et il y a eu une rencontre décisive à Berlin avec M. Lionel Guézogé. On ne se connaissait pas. Moi, j'entendais son nom et je me disais qu'il était inaccessible parce que tellement il y avait d'éloges à son endroit que je ne savais pas comment m'approcher de lui. Malgré qu'il ait sa femme à Zobodomé. Donc, fortuitement, il était de la délégation béninoise. À la fin du forum, c'était à l'occasion, en prélude à la G7, je crois. Oui, à la G7.
et ça portait sur le monde rural. Donc, fortuitement, j'étais le jeune qui avait pris la parole pour représenter toute la jeunesse du monde présente à cet atelier, à ce rendez-vous-là. Donc, c'est après d'avoir parlé, je me suis présenté comme étant venu du Bénin et toute la délégation était émue. Quand j'avais fini, j'ai eu leur bénédiction, leur carte de visite. Et une fois rentré au Bénin, il a dit, bon voilà, c'est des jeunes, moi je suis en train de partir, j'ai besoin des jeunes comme vous, est-ce que tu milites déjà? J'ai dit oui, je suis dans A16 et c'est parti comme ça. Donc après A16, je suis venu au niveau départemental, après le niveau départemental, je suis aujourd'hui le secrétaire général de l'ANAP. Voilà un peu mon parcours. Merci. Monsieur Modeste, on lit dans le parcours édifiant que vous venez de nous conter l'audace de pouvoir quitter effectivement quelque chose que vous ne vouliez plus. Et également, vous n'avez pas suivi une formation de base en agriculture ni en agronomie. Vous étiez dans un autre secteur d'activité et vous avez décidé de partir pour rejoindre en postulant aussi et en bénéficiant à certaines opportunités qui vous ont renforcé davantage et vous êtes sur le chemin effectivement d'assurer cette relève dans la région du secteur agricole. Monsieur Noël, en écoutant les précédentes contributions de nos panélistes, on a envie aussi de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer le secteur agricole. Est-ce que c'était un... Moi, je suis allé au collège d'enseignement technique agricole d'Adjaouéré pour devenir agent des eaux et forêts. C'est ma maman qui a rencontré un de ses anciens élèves, puisque ma mère est institutrice, qui lui a dit qu'il est agent des eaux et forêts. Donc ça, son train de vie l'avait intéressé, donc elle m'a proposé d'aller au CETA pour devenir agent des eaux et forêts. Donc j'ai passé le concours, je suis admis, je suis parti. Et en première année, on a fait les stages à l'interne, mais en deuxième année, on devrait sortir. Et j'ai choisi une ferme à Zobo-Domain, c'était la ferme du président Lionel, que je ne connaissais pas. Donc le jour où j'ai débarqué sur la ferme, il m'a regardé, il m'a dit, toi tu ne peux pas tenir, il faut rentrer. Parce que j'avais à peine 14 ans, j'étais tout petit, il y avait les Lamziens qui étaient là, plus costauds que moi et tout ça. Je lui ai dit non, que moi j'allais tenir, j'allais rester. Et on a démarré. Je vous avoue, c'était pas facile, c'était un peu proche de l'esclavage si je devrais parler ici. Il nous faisait travailler comme des fous. Je me rappelle que c'est chez lui qu'on a semé du fourrage. Et les gens le traitaient de fou parce qu'on disait que c'est lui qui semait des herbes pour les animaux. On avait beaucoup travaillé. Et dans cette façon de travailler, chers amis, pendant qu'on était super stressés, tous les mardis soirs, il organisait une séance d'entretien avec les stagiaires. Et souvent, quand il vient, c'est avec une bouteille de vin. Et pendant que nous, on était en train de lui adresser les questions, il répondait et il prenait son vin. On était tout cassés. Parfois, vous le voyez, le gars, il peut se faire un plat de poulet, il mange tout seul. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, écoutez, il avait son petit véhicule aussi. Il nous faisait travailler toute la journée. Il dit, mais ça, c'est quelle vie on est en train de mener? Le gars, il nous fait travailler toute la journée et le soir, il s'assoit, il mange le poulet, il prend son vin et nous, on l'a. Bon, il faut que je devienne comme celui-là. Et c'est là, moi, j'ai pris la décision de dire, bon, à partir de maintenant, je vais devenir entrepreneur agricole. Et quand on est rentré, j'ai dit à ma maman, je ne veux pas faire les eaux et forêts, je vais faire la production animale. Elle m'a dit jamais. Elle dit, bon, de toutes les façons, c'est moi qui suis dans l'école. C'est moi qui sais les matières dans lesquelles j'émerge. Au finish, on verra quelle option je ferai. Donc, chemin faisant, je suis venu en 4e année. J'ai dit, je fais la production animale. J'ai soutenu. J'avais eu la bourse d'excellence pour aller au LAMS. Donc, je suis venu au LAMS pendant les 4 années. Et quand je finissais, j'ai dit, bon, maintenant, j'ai dit à faire la PA. Et comme j'allais m'installer, je me suis rendu compte que sur une ferme, il faut faire de la diversification. Je fais option pêche et aquaculture. C'est ça que j'ai fait au LAMS. Et quand j'ai fini, j'ai eu encore la bourse d'excellence pour aller à l'université. Et quand je suis allé à l'université,
En temps, il faut dire que j'avais perdu mon papa. Et je réfléchissais déjà à comment est-ce qu'il faut mobiliser les ressources pour pouvoir m'installer. Parce que ma maman m'avait déjà dit au début que je n'étais pas parti pour m'installer, j'étais parti pour devenir forestier. Donc il fallait que je me débrouille pour m'installer de toutes les façons. Donc quand moi j'ai pris ma première bourse à l'université, j'avais payé une machine à photocopier. Donc pendant que mes collègues sont au cours, moi j'étais à la maison en train de leur multiplier les copies. C'était devenu un marché pour moi. Et quand eux ils finissent les cours dans la journée, moi je reprends maintenant mon cours le soir. J'avais des collègues à qui j'offrais gratuitement les copies et eux ils me refaisaient le cours de la journée. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'en 3e année. Et là maintenant il faut aller en option. Dans mon option on était 10. Donc je ne pouvais pas laisser les cours pour prendre les copies de 10 personnes et aller faire. Donc j'ai vendu la machine à photocopier, j'ai gardé les sous sur moi. Et en 4e année, quand on était allé faire les stages, moi j'ai travaillé avec le professeur Guizap. J'ai rapidement fini mon stage, j'ai fini la rédaction de mon mémoire. Je suis reparti à Kétou. Parce que j'avais fait l'université de Kétou, je suis de la première promotion. Et j'allais en brousse acheter du charbon de bois avec les ressources que j'ai pu cotiser. J'achetais le charbon de bois dans les brousses de Kétou, à Dakar, Méissan et autres. Je mettais dans un véhicule bâché, on allait vendre à Porto-Novo. Et là, c'est en ce moment que beaucoup de mes collègues se sont moqués de moi, ils m'appelaient charbonnier. Moi, je savais là où j'allais. C'est vrai, à un moment donné, ça m'émouvait, mais je leur disais, il y a des gens parmi eux qui voulaient même me demander de l'argent, je leur faisais des prêts. Donc je me suis rendu compte que c'est vrai, je suis en train de mener une activité, ils se moquent de moi, je suis tout sale, mais je m'en fous. Donc les ressources que je me suis faites dans cette activité de commercialisation de charbon, c'est ça que j'ai utilisé pour acheter ma première parcelle à Kétou. Et quand j'ai acheté la première parcelle, en temps je me suis marié. Donc je vivais avec ma femme, on avait créé une boutique ensemble à Cotonou, on vendait des vêtements de femmes, les chaussures et autres. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre que de la boutique. Et les activités de charbon que je faisais, j'avais payé un véhicule bâché. Et à quelques jours du mariage, il y a eu un incident qui s'était produit. Moi j'étais à Cotonou, le chauffeur devait voyager, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il semble que l'assurance avait déjà expiré et le chauffeur devait voyager le lendemain. Donc il avait eu un problème de phare, il a garé le véhicule au bord de la voie et il y a un camion qui allait le dépasser et allait tuer quelqu'un. Le chauffeur a fui, il a disparu. Donc quand la gendarmerie était venue, les gens ont dit que c'est parce que le véhicule était mal garé. Et quand ils se sont rapprochés, ils ont demandé les pièces, les gens se sont rendus compte que bon, l'assurance a expiré, tout ça. Et c'était vraiment pas la joie. Et dans cette histoire, j'ai mis assez de ressources et juste après le mariage, je vous avoue que j'étais au chaos. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve une alternative. La parcelle que j'ai achetée à Kétou, il faut que je la valorise. J'ai pu réunir 10 000 francs. Et j'ai dit à ma femme que moi je partais à la ferme. De toutes les façons, les parents sont là. Si elle a besoin de quelque chose, elle peut les appeler. Moi, je vais me débrouiller pour qu'on puisse consolider un peu les ressources. Et c'est comme ça que je suis parti à Kétou. Je suis allé sur la parcelle. J'ai pris 10 poulets je dirais, et un coq. Et c'est comme ça que j'ai démarré la ferme. Je crois que dans la suite, on va détailler un peu ce qui s'est passé. Mon ascension dans les organisations, il faut dire que quand j'allais à l'université, c'était en 2009. J'avais déjà perdu contact avec le président Guézodier. Mais entre-temps, toutes les vacances, comme il le dit, moi j'étais sur sa ferme, pendant mes vacances j'étais sur sa ferme jusqu'en 2009 où je devrais aller à l'université. Quand je suis parti, on a perdu contact. Et de 2009 jusqu'en 2016, je lui envoyais des messages via WhatsApp, des SMS, mais il ne répondait jamais. Je lui envoyais des mails, il ne répondait jamais. C'est sûr qu'il faudrait du faire en ce moment. Mais de loin, je suivais un peu son parcours et son ascension dans les organisations. Et un jour, moi-même j'ai pris ma bière. J'étais un peu saoul. Ou de Suravi? Non, c'était de la bière. J'étais un peu saoulé et je lui ai envoyé un message cette nuit-là. J'ai dit, mais qu'il est un peu méchant. Il nous a donné le goût de l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai entrepris. Ça fait bientôt 10 ans que je le sollicite et je lui envoie des messages qui ne répondait jamais. Le lendemain, à 6 h, mon téléphone a sonné et c'était lui qui avait appris. C'était comme une consécration pour moi. Il m'a dit, Douin, si j'ai eu ton message, je vais passer tout à fait. J'ai dit, c'est ce qu'il dit, et on ne le voit jamais. Il dit, non, je vais passer. Il m'a dit qu'il sera pris courant le mois d'août, mais vers mi-septembre, il sera là. Mi-septembre, je ne l'ai pas vu. Jusqu'à la fin du mois de septembre, je ne l'ai pas vu. Je l'ai relancé. Et il n'a pas répondu. Un jour, je me suis connecté sur WhatsApp. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, à 16 h, je suis dessus ton exploitation. J'étais là. À 16 h 10, mon téléphone a sonné. Il m'a dit, viens me chercher, je suis au Calvaire à Kétou. Je suis allé le rencontrer, il est venu sur la ferme. Il a vu un peu tout ce que je faisais. Il a dit, bon, il y a des gens dans les organisations qui n'ont même pas le tiers de ce que tu fais ici. Qu'est-ce que tu as déjà fait du point de vue mobilisation ou structuration des jeunes sur le terrain? Effectivement, quand j'étais venu à Kétou,
j'avais travaillé beaucoup à structurer tout ce qui était jeunes agriculteurs et tout ce qui était éleveurs de volailles, tout ça. On travaillait déjà ensemble par rapport à comment est-ce qu'on pourrait s'appuyer vers des renforcements de capacité. On faisait des visites d'exploitation entre nous et on s'organisait pour mettre en marché nos produits, tout ça. Je lui ai dit, bon, voici ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà dit. Bon, il faut renforcer ce que tu as déjà fait et on verra comment est-ce que tu pourras grandir dans les organisations. Bon, j'étais là quand on a commencé par organiser les assemblées générales au niveau des démembrements de la FUPRO. En temps, j'ai adhéré à l'association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. J'en entends parler, mais je ne connaissais pas les responsables. On m'a dit que c'est M. Villon-Foro qui est le président. Je me suis rapproché de lui. J'ai adhéré à l'organisation. Par chance, ou je ne sais quoi, je me suis retrouvé deuxième vice-président de la FUPRO pour le mandat passé. Alors, ouais, donc c'est comme ça que je suis rentré à la FUPRO. Mais dans Ajam, quand j'étais venu, je n'avais aucun poste de responsabilité. Mais je me suis retrouvé dans un monde où il n'y a que des jeunes. Et il y avait un boulevard devant nous, il y avait assez de travaux, assez d'activités qu'on pouvait mener. Et c'est là, j'ai dit, l'organisation était plus ancrée dans les départements de Lomé et du Plateau. J'ai dit, il faut que nous fassions maintenant une décentralisation, il faut qu'on aille vers d'autres départements. Et c'est là qu'on a installé tous les départements, tous les autres départements dans lesquels il n'y avait pas Ajam. À partir de ce moment, les gens ont constaté dans Ajam que j'avais une certaine façon de travailler, un certain dynamisme qu'il faut accompagner. C'est là où ils m'ont proposé d'être le secrétaire général de Ajam. Et j'ai pris ce poste, je crois, en 2017. Voilà, et on est en train de finir le mandat. Je vais m'en arrêter là par rapport à mon ascension. Merci. Donc, vous avez su, à travers les différentes participations, les différentes contributions des panélistes, qu'il y a déjà quand même ce lien intergénérationnel qui se lie à travers les différentes interventions, notamment les deux jeunes agriculteurs que nous avons et M. Lionel. Et je sais que M. Pascal aussi s'inscrit dans la même dynamique et je voudrais vous demander qu'est-ce que vous faites en tant que relève agricole pour pouvoir donc faciliter le dialogue intergénérationnel. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Bon, merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup pour cette question. J'essaie d'abord à ma manière d'avancer. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il ne faut pas d'abord occuper trop d'espace. D'abord, dans les organisations, j'ai refusé d'occuper plusieurs postes. Lui peut bien témoigner, le COSO. Ça veut dire, j'ai jamais été dans la FUPRO, j'ai jamais pris de responsabilité comme ça, même dans nos pas. Parce que j'avais réfléchi que je devais laisser de l'espace à d'autres personnes. Ça, c'est extrêmement important. Je leur ai dit à lui, à l'OCOSU, à n'importe quoi, vos postes, ça ne me plaît pas. Je veux rester, je suis rentré dans le riz. Je ne veux pas prendre des trucs. À des moments, j'ai eu beaucoup de pression et au niveau de la FIPRO, tout ça. J'ai dit non, on va envoyer d'autres personnes. Donc d'abord, moi, ma stratégie, c'est de ne pas être occupé beaucoup de postes dans beaucoup d'organisations à la fois, même s'il y a beaucoup de pression. C'est extrêmement important. Au niveau de l'exploitation, finalement, j'ai réussi à mettre en place une ferme-école. C'est-à-dire que c'est une exploitation qui a une dimension pédagogique. Là, j'essaie vraiment de contribuer à la formation de beaucoup de jeunes. Et comme le dispositif Songhai, mais auquel nous on a ajouté encore la vie associative, la connaissance des organisations. Donc il y a plus de 300 ou 400 jeunes qu'on a contribué, qu'on continue d'abord à former. Et là, venant de tous les départements. L'autre chose aussi, j'essaie finalement, l'autre chose que je n'avais pas dite, quand j'ai été approché quand même pour dire, je dis je vais devenir agriculteur. Après je vais étudier, je vais faire les autres choses. Ça veut dire, j'ai travaillé la tête baissée pendant 12 ans. Après 12 ans, j'étais allé m'inscrire à l'université. Lui, il a fini l'université, il est venu dans les OP. Moi, j'ai travaillé, c'est après 12 ans, j'étais allé m'inscrire. Et j'ai passé une dizaine d'années à faire ma thèse. Là, j'étais approché pour intervenir à l'université. Quand j'ai fini en 2013, j'ai dit non.
Après, un vieux Sissoko m'a dit non, il faut aller à l'université pour essayer d'agir un peu sur le curricula là-bas. Ça veut dire qu'il aura une prise en compte des réalités paysannes. En 2015, j'ai accepté d'aller là-bas et j'interviens à ma manière, d'une autre quand même, d'agir aussi sur les jeunes et de les orienter à ma manière. Voilà. Monsieur Lionel, voilà un peu le parcours que vous avez. Nous sommes conscients des difficultés que vous avez rencontrées aussi durant tout ce parcours, mais vous avez réussi quand même à remporter des victoires et des plaidoyers. Je voulais vous demander quelles ont été vos stratégies. Je vous disais tantôt que moi j'ai mon tempérament, mon caractère. De buveur de vin. Non, ça ne veut pas devant les autres. Donc ça fait que ce caractère que j'ai a beaucoup contribué au succès que j'ai eu. Je ne voudrais pas dire que j'ai eu que des succès. Mais, quel que soit ce que nous avons à faire, nous nous disons toujours qu'on a affaire à des hommes. Et pour enclencher n'importe quoi, moi je ne vais pas directement affronter les gens, jamais. Même si je veux agir au ministère, au moins le directeur de cabinet, le secrétaire général ou le ministre me m'a informé avant que je ne débarque. Autrement, ils vont te prendre seulement. Hein. Donc, il faut toujours préparer, il faut toujours collaborer, préparer le terrain, préparer ce qu'on veut faire. Moi, ça a toujours été ma force. Je me rappelle le jour où on devait aller casser les œufs, c'était au temps de Kérékou. Et le ministre, c'était Serpoueton Lazare, qui est du Zobodo chez nous, mais qui nous évitait. Mais moi, je l'ai prévenu que je vais venir faire scandale chez lui. Mais il ne savait pas quel type de scandale. Et quand on a demandé l'autorisation pour venir, ils n'ont pas répondu. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas d'aller. Mais tenez-vous tranquille, moi je me suis renseigné pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être considéré comme un anarcho-gauchiste? Parce que ce qu'on veut faire, c'est constructif. Donc on nous a donné les conseils et on nous a demandé d'aller chercher même la police, d'aller prendre l'autorisation à la police et que la police nous conduise sur tout le parcours avec notre banderole pour atterrir au ministère. Donc c'est la police qui nous a conduits et on est parti casser les œufs. C'est paradoxal. Qui va nous arrêter dans ces conditions? Et qui nous a accompagnés? Donc quand on est arrivé et on a lu le discours, on ne s'entendait pas du tout avec le directeur d'élevage dans son temps. Mais quand on a lu le discours, on l'a bien indexé. Mais on a tenu l'averti auparavant. Mais quand on a fini, il a été descendu. Vous voyez? Donc ce n'est pas des choses qu'on fait, on se lève seulement le matin, on le fait, on le prépare bien. Mais à côté de ça, il y a également tout un parcours qu'il faut respecter quand on fait du plaidoyer. Nous, on a eu la chance aussi d'avoir ce renforcement de capacité. En même temps que lui, sur le riz, on était pour les importations massives là, avec les affaires de l'OMC, on a fait le parcours ensemble. Et c'était Oxfam qui nous a beaucoup accompagnés dans la conduite et l'organisation des plaidoyers. Donc on a mis tout ça bout à bout, en plus de ce qu'il faut. Et puis, bon, avec la manière, vous avez toujours le résultat. Donc voilà. Donc je ne réussis pas parce que c'est moi. Hein. C'est parce qu'il y a un environnement avec lequel j'interfère, avec lequel je collabore. Le maximum possible. Donc voilà. Et pour en rajouter un groupe forcément de soutien, parce que vous n'y allez pas seul, il y a toute une communauté qui vous a soutenu. Toujours. Pour toutes ces luttes. Toujours. Ce n'est pas des luttes personnelles. Voilà. Avec votre expérience dans le mouvement paysan et les postes que vous avez occupés, quels sont les enjeux véritables de l'insertion des jeunes dans le mouvement paysan? Quels sont ces freins-là qui empêchent qu'on ait plus de jeunes comme on l'aurait souhaité, qui méritent au sein des OP? Frein, il faut dire que, c'est comme on l'a dit hier, il y a beaucoup d'aînés qui veulent m'en excuser, qui ne veulent pas laisser les postes de responsabilité au profit des jeunes. On ne vient pas en fait pour les sortir, mais on vient pour rester à leur côté et apprendre comment ça se passe.
il faut que ces aînés acceptent du sang neuf en leur sein. Si moi je n'avais pas eu ce mentoring entre griffes du président Lionel, je vous assure, il y a beaucoup d'écueils dans les OP auxquels j'ai été confronté. Mais à chaque fois qu'il y a un petit quoi quelque part, voici le président, il y a telle chose, j'appelle le président Lokossou, président, je suis en face de telle situation, comment est-ce qu'on pourra travailler pour trouver une solution? Mais s'il n'y a pas ce dialogue-là entre les aînés et les jeunes, et que systématiquement les aînés prennent les jeunes pour des personnes qui viennent leur arracher leur poste, ça ne va jamais fonctionner. Donc il faut que forcément les aînés nous tendent la main pour dire, chers jeunes, venez à côté de nous, venez apprendre. Mais quant à nous jeunes, quand nous venons, il faut que nous ayons cette patience-là d'apprendre. Parce que on semble parfois connaître, et c'est très grave. Il faut s'humilier, accepter, collaborer. Ce n'est pas du tout facile de travailler avec le président Lionel. Et tous ceux qui l'ont collaboré le savent. C'est autant facile que autant difficile. Parce que quand il commence à vous mettre la pression, je vous assure, il vous est très difficile d'être à ses côtés. Et c'est de la même façon, quand il s'agit de s'amuser, il s'agit de rire aussi, vous allez rire à fond, vous allez vous amuser à fond. Lui, il a cette façon directe de dire les choses. Mais le président Lokossou, par contre, est subtil dans ce qu'il dit. Il est oui, le président Lokossou, il va vouloir dire oui, mais il te dit ah bon, d'accord, donc, mais il sait là où il va. Ouais. Donc c'est des manières de travailler avec les êtres humains. Mais quand vous n'êtes pas dans ce monde-là, ensemble avec ces aînés, vous ne pouvez jamais avoir ce tas-là de travailler et de pouvoir diriger les responsables. Je vais m'en arrêter là. Merci. Vous avez également eu ce parcours donc, au sein des organisations paysannes. La question pour vous, c'est véritablement de savoir quels sont les enjeux de renforcement de capacité. Parce qu'il a été dit, pour pouvoir réussir certaines luttes, il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on soit véritablement aguerri sur les thématiques qui nous seront utiles. Pour vous, quels sont les enjeux? Ok, merci beaucoup. En termes d'enjeux, déjà, comme le président l'a dit, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour faire un plaidoyer. Donc, le plaidoyer aussi, ça s'apprend. Le jeune qui apprend auprès des aînés, donc ça, c'est du vécu. On s'inspire de ces vécus-là. Mais au-delà des vécus, il y a aussi des techniques. Là, par exemple, de prendre la parole devant une assistante. Là, de pouvoir échanger avec des responsables administratifs. D'accord? Tout ça se résume dans la notion de plaidoyer. Alors, au-delà de ça, nous jeunes, on a toujours tendance, on est un peu avide de pouvoir. C'est vrai qu'il faut se battre pour avoir le pouvoir. Ça ne se donne pas comme ça. Mais néanmoins, il va falloir... Ce n'est pas pour vous arrêter. Non. Vous êtes d'accord que le pouvoir s'arrache? Tout à fait, bon, ça s'arrache, mais tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. D'accord? Il faut savoir avoir l'équilibre qu'il faut. Quand vous avez des aînés, et c'est des deux côtés, si vous avez des aînés qui ne sont pas du tout prêts à partir, alors que vous avez fait aussi votre temps et vous savez que les enjeux du moment ne sont plus forcément ceux qu'ils ont vécu et qu'il y a des réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a lieu, parfois, je dis parfois, et ça c'est vraiment l'exception, de mener des actions pour leur dire, bon voilà, là on est là. Ça, ce n'est pas pour les chasser, mais c'est pour leur rappeler qu'il y a des décisions qu'ils ne prennent pas. On leur juste un rappel. Et au-delà du rappel, si ça ne marche pas, on peut aller au-delà. Donc ça, c'est pas chasser. Avec la manière forte? Non, je ne dirais pas forte. D'accord. Juste pour nous rassurer, et effectivement, la transmission de pouvoir à cette passation de charge est vivement souhaitée
Et ce que nous espérons de tout vœu, c'est évidemment que ça se passe de manière pacifique, pas avec voilà, une certaine forme d'agressivité. Je pense que la question de la relève est une question pertinente et très très importante. Et sa concrétisation ou son opérationnalisation dépend des acteurs qui décident d'assurer cette relève-là. Moi, par exemple, quand vous me prenez, c'est vrai, ils vont vous dire que je suis difficile d'accès, mais dans le même temps, je suis très facile d'accès. Quand je suis disponible et vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème. Mais si je ne suis pas disponible, moi, je ne veux pas faire du folklore pour dire que je suis disponible. Alors moi, je pense que les jeunes, il faut qu'on fasse tout. Toi, bonjour, je ne vous avais pas vu. Je vous salue. Ah bon? Je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour les intégrer dans le système. Sinon, on risque d'avoir à un moment une rupture nette. Et quand on a la rupture... Et nous sommes dans le truc de gouvernement de rupture. Non, ce n'est pas cette rupture-là. Quand on aura la rupture, si ceux qui vont prendre la relève n'étaient pas préparés sur certaines choses, ça va être difficile d'assurer la continuité. Or, le monde dans lequel nous sommes a besoin des actions continues jusqu'à une révolution dorée. Moi, personnellement, je pense qu'on sait qu'il y a deux axes, souvent, de connaissances. Il y a la connaissance théorique et puis il y a tout ce que l'homme apprend dans sa vie. Et par rapport à ce que l'homme apprend dans sa vie, j'estime que la PNOPA, qui est en train de faciliter ces genres d'ateliers, doit avoir une politique claire. Et cette politique-là peut être une politique qui responsabilise un certain nombre de jeunes leaders en herbe identifiés qu'on confie à des anciens. On ne dit pas qu'on va leur confier ça avec des charges, mais il faut que peut-être quand vous êtes responsable au niveau de la PNOPA, par exemple on dit président, secrétaire, trésorier, tout ça, on vous met 5 jeunes à disposition que vous conduisez. Quand c'est la FUPRO, quand c'est CCRB, tous les responsables du bureau exécutif, on leur met 3 jeunes. Et c'est parmi ceux-là que vous aurez demain ceux qui vont remplacer valablement les responsables que nous sommes dans les OP. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. C'est une politique qu'on peut envisager. Moi, je n'hésite pas. Moi, quand on me dit jeune quelque part, tout le monde connaît moi ma position. Quand on me dit jeune quelque part, moi, je n'hésite pas. Mais tout le monde ne peut pas être comme moi. Et si je le dis, je vous avais dit tout à l'heure que je n'ai jamais réclamé, je n'ai jamais procédé à un vote pour avoir le poste que je veux. Donc ça veut dire que je n'ai pas fait de compétition. Le pouvoir ne me dit rien. Vous pouvez me débarquer aujourd'hui, même si je suis tranquille, je sais qu'on va m'appeler quelque part. Vous voyez, mais ce n'est pas peut-être le cas des autres. Donc il faut intégrer tout ça. C'est pour ça qu'il faut forcément que très tôt on leur dise voilà vos dauphins. Et ceux-là, vous allez voir, s'ils encouragent certains jeunes, ils les accompagnent dans leur vie professionnelle, ils vont militer pour les positionner. C'est exactement ce qui se passe dans les partis politiques. C'est ça. Donc un truc du genre, voilà, moi je pense que ça va être très bénéfique pour le monde agricole. Monsieur Pascal, sur la thématique des enjeux de renforcement de capacité des jeunes, sur quel levier vous pensez sur lesquels on doit pouvoir agir pour pouvoir réussir la relève agricole? Bon, il faut d'abord se convaincre que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des gens. Il faut être avec eux. C'est ça. Il faut collaborer. C'est le point de départ. C'est clair. Et comprendre aussi que si tu n'arrives vraiment pas à positionner des gens, tu meurs, tu disparais. Et ça, c'est un deuxième aspect. Mais ça veut dire qu'il faut que les jeunes, ça doit partir des deux côtés. Autant les aînés doivent frayer le chemin pour que les gens rentrent, autant les jeunes aussi doivent se mettre dans une disposition de non-compétition. Exact. Et les gens sont revenus là-dessus, on ne fait pas vote, on ne fait pas ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça là?
Ça veut dire que tu crées un environnement où les gens, tu crées la confiance et pour pouvoir rentrer dedans. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va décréter, mais en même temps c'est quelque chose qui doit rentrer dans nos pratiques. Et pour dire là, je vous donne un peu le cas du cadre régional des riziculteurs. Nous sommes dit, écoute, on dit jeunes, voilà, ils n'ont pas d'expérience, mais quand ils ne vont pas au front, comment ils vont acquérir l'expérience? Ça veut dire de façon tacite, on a dit, écoute, pour un bureau de 5 membres, on a exigé qu'il faut au moins 2 jeunes dedans. Très bien. Ça a coincé, mais comme là, on travaille toujours, on négocie avec les gens, c'est bien passé, on a capté quelqu'un de la Guinée, et quelqu'un du Mali, ils rentrent dedans. Donc ça, c'est les choses que les aînés doivent faire pour ne pas disparaître, mais les autres aussi doivent savoir que pour pouvoir manger avec les grands, il faut apprendre à se laver les mains. Et c'est dès que vous mettez les gens en confiance, ça passe. Et je suis convaincu que, vu l'expérience et les expériences qu'ont partagées avec nous, M. Douins et Modeste, qui sont prêts à faire le pas nécessaire, ils sont déjà dans un dispositif, mais plus loin, à donner la main à d'autres jeunes qui sont peut-être présents encore dans cette salle pour pouvoir partager et montrer aussi des voies ou des manières plus pacifiques quand même de collaborer avec les aînés. 1 heure de causerie, ça passe très vite et je voudrais juste qu'on fasse un dernier tour de table. Monsieur Modeste, qu'avez-vous à nous dire qu'on pourrait retenir comme instant ou un appel vis-à-vis de ces jeunes que vous avez en face de vous? Essentiellement à 2 niveaux. Pour ma culture entrepreneuriale, je pense qu'il faille que les entreprises agricoles deviennent vraiment de vraies entreprises. Parce qu'une entreprise a toujours des fonctions. Ouais. Et de nos jours, c'est qu'on a des exploitations où les gens sont uniquement beaucoup plus producteurs techniciens que gestionnaires de leur propre entreprise. Et là, ça pose problème au niveau de l'entreprise. Ça, c'est une question importante. Il faille forcément qu'on y travaille, non seulement pour des renforcements de capacité, pour la gestion simplifiée déjà de l'entreprise. C'est important pour accéder après au crédit, parce que si le banquier ou l'institution de microfinance ne voit pas chez vous des éléments probants pouvant le confirmer, tout ce que vous lui avez raconté, ce n'est pas possible pour vous accompagner. Or, le problème d'accès au financement se pose vraiment dans nos entreprises où nous savons déjà que c'est difficile d'accompagner à cause des aléas. C'est difficile d'accompagner une entreprise agricole dans le contexte béninois. Donc du coup, il faut se donner toutes les chances pour pouvoir accéder vraiment à la ressource financière. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat. Au niveau du monde, du mouvement, n'est-ce pas, paysan, je vais simplement exhorter les collègues, les jeunes agriculteurs ou agricultrices à d'avoir la volonté d'adhérer, le courage de faire le pas. Ouais. C'est vrai que le mentoring est important, mais il faut que déjà entre nous, on puisse servir de levier aux autres jeunes et leur montrer l'importance d'appartenir à une famille d'acteurs et autres. Parce que c'est là où les décisions se prennent. C'est là où vous pouvez parler de vos propres problèmes. C'est là où vous pouvez être formé à d'autres choses. Parce que, moi je dis, dans ce creuset-là, on apprend aussi à mieux vivre dans la société. Ouais.
le fait de côtoyer les anciens, de côtoyer les plus âgés que nous, il y a des conseils. Et ces conseils-là, on ne peut jamais l'avoir à l'université. On ne peut jamais l'avoir dans la rue comme ça. Il faut qu'il y ait un cadre. Et donc, forcément, j'invite nos acteurs jeunes à nous humilier, à accepter d'aller au charbon parfois et d'être patient sans être passif. Merci. Monsieur Pascal, pour avoir été chevalier du mérite agricole, vous avez montré que vous avez un parcours enrichissant qui mérite reconnaissance des autorités. Vous avez en face de vous des jeunes qui ont beaucoup appris de vos expériences. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en plus? Bon, chevalier de mérite agricole, je ne regarde pas ça comme mérite. Parce qu'il y a des gens qui travaillent encore très dur et qui n'ont pas été distingués. Mais ce que je sais, c'est que on ne peut vraiment pas avancer si on n'est pas discipliné. Et c'est extrêmement important. J'étais tellement content quand même autour de 8h30, les jeunes étaient à la salle, la plupart. J'ai bien regardé, ça m'a convaincu qu'on est vraiment sur le chemin. Et là, il faut vraiment de la discipline. La discipline et aussi cultiver beaucoup l'humilité. Il faut se convaincre que nous sommes à l'école de la vie. À l'école de la vie, il n'y a pas de diplômés là-bas. Chacun a sa place. On apprend toujours. Il ne faut pas penser que tu es plus important que les autres. Il faut t'humilier, essayer d'apprendre des autres. Ça facilite la collaboration. Et c'est tellement facile aussi que les autres arrivent à s'ouvrir pour te donner ce que tu veux. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes de mon analyse. Et je dirais aussi que les jeunes sont plus chanceux que nous. Parce qu'on leur a raconté tout ce qu'on a vécu. Ça veut dire, une des raisons pour lesquelles on n'avance pas, c'est qu'on permet à l'histoire de se répéter. Dans leur cas, ils ont beaucoup d'informations. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même éviter certaines erreurs. Nous, on a dû faire beaucoup d'essais-erreurs pour avancer. Tout ça, c'est bien compliqué. Mais ils peuvent toujours compter sur nous tant qu'on est là, très disponibles pour partager avec eux. Parce que nous avons la capacité. Est-ce que les Blancs, ils sont plus intelligents que nous? Hein? Non. Tous les hommes sont égaux. Il n'y a rien que vous soyez en incapacité de faire tant que vous décidez, que vous croyez à ça. Donc il faut vraiment que nous cultivons les valeurs de croyance en nos capacités. Et nous le pouvons, et nous pouvons vraiment aller de l'avant. Vérité, même avec la grande ensemble, pour que vous restez disponible à partager davantage avec les jeunes. Monsieur Lionel Guézoudet, vous avez partagé un parcours inspirant avec nous. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer? En fait, ce ne serait pas seulement à l'endroit des jeunes, mais c'est plutôt à l'endroit de l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Parce que c'est l'ensemble qui devrait accepter les jeunes. Alors, moi je pense que les jeunes ont un avenir certain. Mais pour y parvenir, je pense qu'il faudrait qu'on évite un certain nombre d'erreurs. Parce que quand vous vous engagez en tant que leader, c'est un sacerdoce, parce qu'on ne vous paye pas. C'est le temps que vous devez consacrer à votre exploitation que vous prenez pour aller consacrer ça pour les autres. Pour défendre la cause commune, c'est du sacerdoce. Donc pour ce faire, moi je pense que quand on doit choisir même des leaders, il faut forcément que ce soit des gens qui soient effectivement en activité. S'ils ne sont pas en activité, vous risquez de ne prendre que des fonctionnaires qui vont dépendre de l'organisation. S'ils sont leaders là, ils vont plutôt profiter de l'organisation et non travailler pour l'organisation. Donc moi je pense qu'il y a un critère fondamental sur lequel je souhaiterais qu'à l'avenir, si même on veut faire l'identification ou le choix des leaders, c'est de tenir compte de l'existence de leur entreprise. Si leur entreprise n'existe pas et n'est pas viable, ce n'est pas la peine
qu'on cherche à leur créer davantage de problèmes. Parce que si l'entreprise vacille déjà, et vous lui demandez de laisser encore l'entreprise, c'est nous qui tuons l'entreprise du monsieur. Il ne faut pas qu'on soit comptable de ça, il ne faut pas qu'on soit responsable de ça. Donc pour ça, je pense que la PRONOPA aura un rôle très, très important à jouer. Si vous voulez choisir des leaders de grâce, ce n'est pas de l'exclusion que nous faisons, mais c'est de la sécurisation de l'entreprise qu'il est question. Deuxième chose, je pense que au niveau de la plateforme, il y a M. Pascal qui en a parlé, il faut qu'on décide de façon claire de dire comment est-ce que vous voulez intégrer les jeunes. Vous avez su le faire pour les femmes. Et félicitations à vous. Je sais que dans presque toutes vos instances, vous imposez un quota de femmes. Il faut qu'on impose désormais quota femmes, quota jeunes. Moi, je pense que c'est important. Vous me direz combien de places il y a dans les bureaux pour qu'on puisse faire ça. Non, dès lors que vous décidez d'accompagner les jeunes, il faut les placer pour qu'ils fassent leur exercice. Si vous ne pouvez pas leur permettre de faire l'exercice, laissons-les en paix. Et ce que je voudrais aussi dire, en dernière position, ça c'est à l'endroit des jeunes. Ils ont eu le courage de le dire. Il faut qu'ils soient humbles. Il faut qu'ils soient prêts à vraiment faire le sacrifice pour les autres. C'est très important. Et un leader, dès qu'il devient un leader, tout ce qu'il dit a du sens. Tout ce qu'il dit a une valeur. Tout ce qu'il dit est interprété. Donc un leader, tout ce qui sort de sa bouche est contrôlé. Donc ces qualités, comme il n'était pas dans l'action, il ne pouvait pas le savoir. Donc la plateforme, ou bien toutes les organisations qui essaient d'accompagner les jeunes, doivent pouvoir organiser des sessions ou des journées pour apporter ces connaissances-là aux jeunes à côté de ce qu'ils auront, à côté de leur mentor. C'est le moment de nous dire en termes de mots à l'endroit aussi bien les jeunes que les acteurs du secteur agricole présents dans cette salle, quelles sont vos aspirations et peut-être un élément en termes d'adresse à l'endroit de tous les acteurs. Ok, merci pour l'exploitation. Et s'ils veulent vraiment s'aventurer, il faut qu'ils prennent les dispositions conséquentes pour garantir la pérennisation de l'exploitation. Alors, par rapport à la chose qu'on a dit, il faut vraiment développer le mentoring des jeunes. Et moi, je dis, entre jeunes, il faut que ça commence. Parce que quand on dit jeunes, il y a différents niveaux. Le doyen Roland n'est pas au même niveau que moi. Moi, je ne suis peut-être pas au même niveau que Hassan. Donc, il faut qu'entre nous, il y ait un certain coaching, même entre jeunes. Entre jeunes. Voilà. Et cette façon de le faire va montrer l'exemple aux jeunes qui vont venir après nous. Et ça va nous permettre d'avoir un lien intergénérationnel, comme on le dit. Alors, pour finir, je voudrais vraiment remercier tous les participants. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, et permettez-moi de le dire, de me retrouver sur ce panel avec M. Gbénou, M. Lionel, Modeste. Je dis M. Gbénou parce que je l'ai connu en 2016. J'ai juste eu son appel, il m'a dit vous devez animer un cours avec moi à l'université sur échange d'expérience. Est-ce que je peux connaître votre FEM? J'avoue que je n'étais pas à Kétou, mais je lui ai donné l'adresse de la FEM et il y est allé d'abord. Et c'est après ça qu'il m'a appelé pour dire bon d'accord, on ira faire le cours ensemble. Le jour là, il m'a appelé le matin, il m'a dit je veux te voir à 7h, est-ce qu'à 7h on peut se voir? À 7h j'étais déjà là et quand il venait, il m'a appelé, il était encore portail, il m'a dit je suis là mais je ne vous ai pas vu, je lui ai dit qu'il était dans la salle. C'est pour dire que la discipline, la ponctualité et tout ce que vous faites dans la vie compte. Je ne savais pas qu'un jour vous allez me retrouver encore sur le même panel, mais j'avoue que le cours qu'on avait fait ensemble était très intéressant et c'est depuis ce moment que j'ai eu assez d'admiration pour lui. Alors pour le président Lionel, en 2002, j'aspirais être à son niveau. Je ne le suis pas aujourd'hui, mais c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le même panel que lui. C'est pour dire aux autres jeunes, quand vous voulez quelque chose dans la vie, il suffit juste de travailler à ça. Ça finit toujours par vous arriver. Merci beaucoup, président Lionel, pour tout l'accompagnement dont on bénéficie de vous. J'ai envie de demander davantage de générosité de votre part.
envers le panel. Il faut dire que discipline, rigueur, travail, humilité sont les valeurs fondamentales que nous allons pouvoir garder pour renforcer davantage les dynamiques au sein du mouvement paysan, travailler en synergie avec les aînés pour la transmission de compétences aux plus jeunes et en synergisation aussi avec tous les acteurs. Nous sommes à la fin de ce panel. Évidemment, nous allons donner l'opportunité à quelques participants de pouvoir interagir si vous avez un élément de contribution ou une question